Oui. Voilà. Donc on va commencer par la présentation de Maxime Gueup, qui est un chercheur indépendant, et on va écouter à la découverte des monastères arméniens de Cilicie, tours monastiques, églises et inscriptions lapidaires. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, on est bon. Donc oui, à la découverte des monastères arméniens, je dis à la découverte parce que pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, quand on parle de monastères arméniens, il n'y a pas forcément des images qui arrivent en tête, et pour cause, on va le voir. Mais il se trouve que ces 10 dernières années, j'ai passé pas mal de temps avec des personnes dont certaines sont dans la salle pour chercher ces monastères qui étaient détruits, oubliés, en tout cas non connus, et en ramener des images et quelques théories intéressantes. Donc la région dont on parle, la Cilicie, juste pour la resituer, dans l'Orient du XIIe, du XIIIe siècle, donc c'est celle qui se trouve dans le coin nord-est de la Méditerranée, autour de la grande ville historique de Tarse. Et donc c'est là que le royaume arménien, donc qui a été consacré en 1090, comme ça, un truc comme ça, jusqu'en 1300, j'ai oublié les dates précises, 1314, enfin la frise de 6, excusez-moi, je ne suis ni historien ni arménologue, je tiens à le préciser. Et donc le royaume a principalement exercé son influence sur le massif du Taurus, le massif de la Manus, et puis la plaine qui est enfermée entre les deux, la plaine côtière. Donc c'est dans ces montagnes surtout qu'on retrouve les fragments des fortifications qui ont défendu le royaume pendant un peu plus de 2 siècles. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, quelques images pour se faire une idée du relief. Donc le Taurus et la Manus sont des régions assez accidentées, donc propices à l'installation de fortifications, moins à l'installation de villes. On y circule en remontant le cours des rivières. Et quand on monte très haut, on peut monter jusqu'à plus de 2000 mètres. Donc là, on est vraiment sur les sommets du Taurus et on a encore... Est-ce que ça marche le pointeur? Je ne sais pas. On a encore voilà, des fortifications sur les plus hauts sommets de la région. L'opposé de ces environnements de montagne, c'est la plaine côtière, donc là qui elle est rigoureusement plate, à l'exception de quelques affleurements rocheux dont les Arméniens ont systématiquement profité pour installer, il faut connaître, mais des grandes fortifications. Alors, cette région elle a été étudiée assez tôt, mais l'étude systématique des vestiges du royaume, elle est assez tardive par rapport à ce qui a pu se faire sur l'Orient des croisades, notamment donc les études des vestiges latins du royaume franc de Jérusalem. Là, on est sur les publications d'inventaire, datent en fait des années 80-90, et ce qui en ressort, c'est un corpus qui était original à l'époque, d'un peu plus de 70 ouvrages, que un des auteurs principaux, qui s'appelle Edwards, avait tenté de classifier, donc une analyse monumentale. Et globalement, donc les grandes classes qu'il avait définies sont celles-ci. Donc, tout d'abord, les grandes forteresses, donc qui abritaient du monde et qui correspondaient à des centres de pouvoir importants. Donc là, c'est une vue de Kozan aujourd'hui, donc anciennement Sis, la capitale du royaume. Donc vous voyez des enchaînements d'enceintes qui forment des cours successives ascendantes, et qui concentrait à la fois de la garnison et probablement des résidences pour les dignitaires du royaume. Donc, un des archétypes de ce type de fortification, c'est Yilan Calais. Donc, c'est une fortification qui est très facile à accéder. Elle est au bord de l'autoroute, au milieu de la plaine cilicienne. On retrouve donc ces principes d'enceintes multiples concentriques, avec donc des franchissements défendus par des portes qui s'enchaînent, plus ou moins évoluées. Donc, et puis on a une cour tout en haut qui va avoir des éléments un peu plus signifiants, généralement au moins une petite chapelle. Donc ça, c'est des grandes forteresses. Il y en a une vingtaine dans l'inventaire qui structurent à grande maille le royaume. On a la même chose à plus petite échelle, des fortins, même principe d'implantation. Les Arméniens vont chercher des lieux qui sont naturellement défendus. Donc voilà, c'est des hauteurs généralement rocheuses. Le tracé des courtines s'adapte aux courbes de niveau. C'est quelque chose qui est très spécifique de l'architecture arménienne, contrairement à ce que les Francs ou les musulmans vont faire et qui vont plutôt imposer aux rochers des tracés rectilignes. Dans le royaume arménien de Cilicie, on suit les courbes de niveau. Par contre, donc, si l'échelle est plus petite, on retrouve le même vocabulaire de défense des portes, de flanquement des courtines, des choses comme ça.
Un deuxième type qui avait été identifié par Edwards, un troisième, pardon, c'est ce qu'il appelle, alors c'est de l'anglais, estate house, donc on traduit improprement par tour maîtresse, une forme un peu évoluée de donjon, c'est-à-dire un ouvrage qui prend la forme d'une tour, qui fonctionne de façon autonome, donc il n'y a pas de courtine, il n'y a pas une autre tour, elle est toute seule et elle fonctionne toute seule. La faiblesse de ce morphotype, on va dire, c'est qu'il englobe un nombre assez faible d'ouvrages et qui ont des formes très différentes. Donc on a des grandes tours quadrangulaires allongées, d'autres flanquées avec des tourelles plus ou moins importantes, cloisonnées intérieurement ou non. Et bon, il n'y a pas vraiment d'homogénéité architecturale. Donc on a l'impression plutôt qu'on a mis là-dedans des choses qu'on ne savait pas forcément mettre ailleurs. Alors, on n'est pas toujours tout seul quand on visite ce genre d'ouvrage. Vous reconnaîtrez une arménologue fameuse qui siège au centre de la salle. Et elle a eu une fâcheuse tendance ces dernières années à être présente sur beaucoup de mes photos. Donc, le dernier, donc là, c'est tous les types, les grands types que Edwards avait définis. Et vous voyez, le sujet de la conférence, c'est les monastères arméniens. On n'a pas trace de monastères arméniens dans tous ces vestiges-là. Donc si on les cherche, en fait, ce sur quoi on va tomber, c'est sur ce que vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est ce qui nous est parvenu de la production culturelle qui vient de ces centres-là. Donc j'ai voulu mettre deux petites images pour se mettre dans le bain. Donc là, l'évangile de Drazark, le reliquaire de Skiévra, donc des pièces d'orfèvrerie, et puis bon, plein de choses qui nous sont parvenues, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc l'état de l'art aujourd'hui sur l'emplacement de ces monastères précis, bon, moi je me réfère toujours à Claude Moutafian, Arménie du Levant, 2012, il y a une carte où il essaie de localiser ces centres culturels. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a un point d'interrogation à peu près après chaque nom. Et les seuls sur lesquels il n'y a pas de point d'interrogation, c'est parce que ce sont des centres urbains qui existent encore aujourd'hui. Du coup, quand on cherche les centres culturels, bon, spontanément, on va chercher de l'architecture religieuse. En architecture religieuse, il y a quelques ouvrages qu'Edwards a négligés, peut-être parce que c'était de l'urbain, mais en fouillant en tout cas dans les villes, on peut en retrouver. Donc, par exemple, à Tars, on va retrouver une grande église arménienne convertie en mosquée, c'est la Yad Shkami d'aujourd'hui, donc elle est à l'intérieur d'un complexe postérieur, une salle de prière et compagnie. Même chose à Tars, c'était à Adana, autant pour moi, juste avant. Donc à Tars, on a la même chose. Une grande église. Alors, l'origine arménienne n'est pas certaine à 100%, hein, notamment la morphologie du chevet pourrait laisser entendre qu'il s'agit d'un bâtiment qui a été recyclé. Toujours est-il que quand on cherche bien, quand on a les bons yeux, on est capable d'aller retrouver des fragments manifestes de l'occupation arménienne de ces lieux. Si on sort des villes, on va tomber sur les grands ensembles urbains mais fortifiés dans les montagnes. On a quelques exemples, donc cette fois étudiés par Edwards, parce qu'ils sont à l'intérieur de forteresses. Deux grandes églises, donc là par exemple c'est la grande église de Paperon, donc la capitale de la dynastie des Étoumides, qui présente des vestiges qui se sont très dégradés depuis un siècle. Donc il y a un siècle justement, donc en 1900 et quelques, Loman prenait encore des photos où il y a la grande inscription du connétable Sembat, qui aujourd'hui est complètement détruite. On a un autre exemple du même type à Navarza, une grande église avec un bloc triabsidial, mononef, donc photographié intact au début du siècle encore par Gertrude Bell. Malheureusement, aujourd'hui, elle a énormément souffert, donc tremblement de terre, affre du temps. Le personnage qui est ici vous donne une idée de l'échelle des destructions et du bâtiment. Son implantation au sein d'un site encore plus vaste vous donne une idée du contexte général de la construction de cette église qu'on attribue à Tauros. À nouveau, on a effectivement un exemple d'architecture religieuse, mais on n'est pas sur un centre culturel à proprement parler avec des moines en activité. Donc Edwards s'est rendu compte de ça, et donc il a travaillé avec le matériel qu'il avait. Et parmi tout ce qu'il avait, il y a quelque chose qui était quand même remarquable, c'était la présence quasiment systématique de chapelles castrales. Donc c'est quelque chose qui est assez rare dans l'architecture franque. Donc là, à chaque fois qu'on a une forteresse qui a une certaine importance, on va retrouver une petite chapelle. Il s'est rendu compte que c'était un modèle très générique d'architecture. Donc on peut dessiner la chapelle idéale, donc voilà, petite nef, avec un petit ressaut qui marque le corps, un percement unique du chevet, des petites niches disposées à droite et à gauche de l'abside, et puis deux portes, donc une dans l'axe de la nef et une seconde latérale. Donc ce type d'architecture, on le retrouve
je ne sais pas, peut-être 25-35 fois dans les forteresses de Cilicie. Mais à nouveau, ce n'est pas parce qu'il y a une petite chapelle qu'on a affaire à un monastère. Toujours dit que ça me donne une petite idée de ce que les Arméniens étaient capables de faire quand il s'agissait de prier, on va dire, en Cilicie. Dans l'inventaire d'Edwards, il y a quelques cas limites, malgré tout, 2 ou 3, qui l'ont fait douter. Donc, il y a par exemple le site de Staričićek, donc là où on retrouve le même type de chapelle avec les mêmes proportions, c'est-à-dire un ouvrage quand même de petite taille par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'une église où il y a une assemblée qui va assister à un office. Et puis il se trouve que la localisation du site semble plutôt attester du fait que ce soit une résidence royale. Donc à nouveau, on ne pense pas que ce soit un centre culturel, que ce soit un monastère. Donc on l'enlève de notre liste aussi. Il nous reste ce site-là, donc site que j'ai eu la chance de publier il y a quelques années avec Agnès Ouzounian, une arménologue connue, et Claude Moutafian, un historien connu aussi. Et on l'avait publié parce que c'est un site qui est exceptionnel, qui était passablement tombé dans l'oubli, pas forcément facile d'accès, mais il avait une particularité, c'est qu'il y avait une grande inscription en arménien. Donc on peut voir ici, on va le regarder en grand. Donc encore une fois, si vous vous y intéressez, il y a un papier qui était sorti là-dessus. Le problème par rapport à la présentation que je fais là, c'est que l'inscription, elle dit explicitement que ce n'est pas un monastère. Elle dit que c'est un ermitage pour le roi, pour qu'il puisse s'y recueillir et finir sa vie, je crois, un truc comme ça. Donc ce n'est pas un monastère. Finalement, il nous reste un dernier site de l'inventaire historique donc de Edwards, un site qui s'appelle Fenk. Alors évidemment, dès que vous allez entendre le mot Fenk, ça doit rimer dans votre tête avec le mot Vank, donc arménien, qui veut dire donc monastère. Pour les Turcs, aujourd'hui, Fenk, ça ne veut rien dire. Donc c'est l'arménologue qui, déjà il y a un siècle, les premiers, avait remarqué cette similarité bizarre dans le son, et donc du coup, c'est quelque chose qui suggère l'usage. Et pour le coup, donc, sur ce site qui s'appelle encore Fenk aujourd'hui, Edwards voit effectivement une forme très différente de tout ce qu'il a pu voir par ailleurs. Un site isolé, on est vraiment dans les montagnes de la Manus, au milieu de la forêt. Il n'y a rien d'autre autour, on n'est pas sur un site fort, on est sur plutôt un site d'assiette plate. Et puis on a une grande église triabsidiale avec des vestiges assez informes de bâtiments, mais on sent qu'il y avait quelque chose autour de cette église. Et il suppose que ça puisse être un monastère, sans avoir d'autres exemples, donc son analyse s'arrête ici. Le corpus de Helen Kemper, Hild et Edwards, dont on parle tout à l'heure, c'est à peu près 70 ouvrages. Ces 10 dernières années, les travaux de terrain qui ont pu être faits ont permis d'exhumer au moins le double. Donc ici, ils sont représentés en essayant de s'aligner sur la classification proposée par Edwards. Donc la carte est beaucoup plus dense. Ce qui est surtout intéressant, vous allez le voir, c'est que très rapidement, on se rend compte qu'il y a un nouveau morphotype qui émerge. Et pour vous le présenter, ce qui va nous amener au monastère, il faut commencer par regarder ce qu'on appelait jusqu'à présent les tours maîtresses, donc ces grands ouvrages isolés. Dans l'inventaire étendu, c'est comme ça que je l'appelle, on a 8 à 9 sites qui sortent radicalement du lot de ces tours. Et je vais vous montrer pourquoi. Un premier, donc, qui s'appelle Fenk aussi, vous allez voir, il y en a plein. Donc perdu, pareil, dans les montagnes de la Manus, qui présente les vestiges d'une tour qui ressemble à plusieurs autres. Ses caractéristiques sont exceptionnelles par le niveau de préservation, par sa taille, mais c'est surtout par le fait que à côté d'elle, juste à côté d'elle, là c'est la porte, et si on regarde juste à gauche, on va trouver les fragments d'un second ouvrage, donc qui donne au site une importance remarquable. C'est la première fois qu'on a une association entre une tour et un autre ouvrage. Et il se trouve que cet ouvrage, alors on ne peut pas l'attester parce qu'il y a énormément de remblais sur tout le site, mais c'est soit une petite chapelle, soit un pastoforia d'une grande église triabsidiale. Donc on a une association tour plus église qui se manifeste ici. À une centaine de kilomètres au nord, c'est presque la même histoire. Le site de Bossek, qui s'appelait Bosfenk, encore il y a un siècle sur les cartes de Kieper. Donc encore un indice du fait que l'idée que ce soit un monastère soit plausible. À Bossek, on retrouve donc, sur les points hauts défendu une forteresse, et sur les points bas, donc sur le point bas, considéré là, une grande tour, donc avec un noyau quadrangulaire,
à nouveau des petites tourelles d'angle. Et à côté de cette grande tour, donc je sais pas, une quinzaine de mètres, ça c'est le niveau supérieur, vous voyez, avec une distribution d'archères en sifflet rayonnantes, on a à nouveau un édifice religieux, alors qui prend une forme assez inhabituelle, donc petite église mononef, mono-absidiale, accostée d'une probable seconde, donc qui elle serait voûtée donc avec des consoles, des arcs doubleaux sur console. Bon, c'est un détail. Toujours est-il que on a une deuxième paire tour plus église qui apparaît. Je passe sur une dernière. Fenk à nouveau, région d'Andirin, donc dans le district de Marash. On est encore dans la montagne, Taurus cette fois, au fond d'une vallée où il faut bien marcher pour la trouver, à côté d'une petite source qui donne encore en été. On a une église qui est plutôt bien préservée, en tout cas pour ce qui est de son mur extérieur, et associé à cette église, les vestiges à nouveau d'une tour avec un noyau quadrangulaire et au moins deux tourelles flanquantes. Vous sentez le côté générique de ces associations qui commencent à se manifester. Donc finalement, on en a entre 8 et 10 explicites, donc tour plus église. Et évidemment, on sent qu'il y a un sens particulier qui se dégage de ces associations-là. Donc je vais clore cette première partie sur les tours monastiques en introduisant le cycle de Yannick, qui a le mérite de faire une superbe synthèse de l'idée que vous faites déjà probablement de ce que c'était un centre culturel du royaume arménien de Cilicie. Le site de Yannick, il est au pied d'un site naturellement fort et muni d'une forteresse à son sommet, donc la forteresse de Ketchi. Et au pied de Ketchi, donc voilà, au fond de la petite vallée que vous voyez ici, on est plutôt sur un canyon même, donc on va trouver une grande tour maîtresse qui est encore debout, incroyablement préservée, 3 étages, et il y en avait probablement un 4e. Et cette tour maîtresse reprend dans le principe les vocabulaires des celles que vous avez vues précédemment, donc un noyau quadrangulaire avec ses tourelles d'angle. Un principe de défense active riche, donc une distribution régulière d'archères à niche. Et puis, donc, chose qui est un petit peu plus rare, c'est le fait qu'on ait des éléments d'architecture résidentielle. Donc là, pour le coup, on a une latrine et en face d'elle, une petite chapelle, on dirait plutôt un oratoire, à l'intérieur même de la tour. L'avantage, la force de ce site-là, c'est qu'en plus, il y a plusieurs inscriptions en place. Donc celle-là, je ne vais pas me faire avoir sur la date. C'est marqué 1250 en dessous. Merci Agnès pour la traduction. Si vous regardez le détail en dessous du petit arc décoratif, on a une date, 1350. Associé à cette grande tour, on retrouve la même organisation, donc église, plus un avant-corps de bâtiment, qui pourrait être un zamatoun, mais bon, les vestiges sont trop faibles pour l'assurer. Cette église, elle est décorée, alors très abîmée, mais on retrouve vraiment des fragments de moulures, de chapiteaux, tout ce qui montre l'attention qui a été portée pour sa réalisation. Des petits ratchkars, certains encore en place. Et parmi les débris, quelques inscriptions donc, qui ont été traduites maintenant il y a une dizaine d'années par Agnès quand on avait exhumé ces inscriptions-là, non publiées par nous en tout cas depuis. Je vous en montre quelques-unes. En tout cas, l'avantage de ces inscriptions-là, c'est qu'elles attestent de 2 choses. L'origine arménienne de ces vestiges et puis le fait qu'on soit sur un site monastique. Il y ait question de moines, on a des dates, on a des noms de souverains. Tout ce qu'il faut pour nous faire penser qu'on a raison quand on pense que c'est un monastère. Une autre caractéristique de ce site-là, c'est qu'il n'y a pas seulement la tour et l'église. En plus de ça, il y a un ensemble de bâtiments conventuels, donc une partie directement accostée à l'église et à la tour, donc avec une facture un petit peu inférieure au niveau de la maçonnerie que celle de l'église. Et puis, donc pour pénétrer dans cette enceinte-là, donc une belle porte avec un linteau, alors malheureusement à terre aujourd'hui, mais une belle croix ciselée. À côté de la grande salle, un deuxième ensemble de bâtiments, donc 2 salles accolées les unes aux autres, dont l'usage ne peut pas être précisé aujourd'hui, mais en tout cas qui permet de... En plus, il est en train de se casser la figure chaque année après chaque pluie, mais bon, il est encore là et ça permet de confirmer qu'on est sur un site exceptionnel. La dernière remarque, c'est qu'à l'arrière de la tour, on a encore les derniers fragments de ce qui a probablement été un cimetière, donc avec un ratchkar
un petit peu fleuri, un peu à la manière de ce qu'on peut avoir en Grande Arménie. Donc si on généralise ce discours-là, ce qui ressort, c'est qu'en fait, donc de cette carte de Cilicie, en fait, on a, vous voyez, donc c'est les cercles roses, un certain nombre d'associations, tours plus églises, qui attestent du fait qu'on est en présence de monastères. Pour s'assurer du rôle de ces tours vis-à-vis de l'Église, il y a un site tout à fait remarquable qu'on a été amené à relire, reconsidérer, c'est le site de Sinape. Le site de Sinape, donc c'est celui-là, la grosse tour qui est ici, il est en face d'une énorme forteresse qui s'appelle Lampron, qui était pour le coup le siège de la dynastie, non pas le siège, c'est une résidence des Étomides aussi. Et Sinape, il est considéré par Edwards comme une tour isolée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une inscription qui était à Sinape, qui a été déplacée au début du siècle dernier, donc en 1900, je pense que c'était peut-être déjà fait. Toujours est-il qu'on en a une image, il y a eu un retravail sur la traduction de cette inscription, et elle atteste d'une chose, c'est que cette tour, elle a été élevée en tant que refuge. Donc refuge pour des gens qui étaient là, donc qui étaient là où la tour est. Donc ce qui veut dire que la tour défendait un lieu qui était déjà habité, dont on a, d'après Edwards, plus aucune trace, et elle devait servir à s'y réfugier. On sait que le monastère de Skièvra avait été soumis à des attaques à la fin du XIIIe, et il se trouve que les dates concordent assez bien et supportent l'idée que cette tour ait pu avoir été réalisée pour servir de refuge après les premières attaques que le monastère avait subies à la fin du IIe siècle. Et quand on fait une reconnaissance un peu plus fine, et en tout cas alors à la faveur de notre époque, Edwards a fait ses travaux dans les années 70, le terrain n'était pas le même, la végétation non plus. Ce qui ressort, c'est qu'on a un ensemble de bâtiments qui étaient clairement distribués autour de la tour. Et à nouveau, un peu comme à Yannick, on est dans le droit d'imaginer qu'en fait il s'agisse des vestiges du monastère lui-même qui a disparu et dont il ne resterait que la tour aujourd'hui. Toutes les tours que je vous ai montrées, donc ça devient un marqueur signifiant fort. Quand on trouve une de ces tours, on s'attend à être en présence d'un monastère, puisqu'on ne trouve ce design de tour nulle part ailleurs. Alors, nulle part ailleurs, on parle de la Cilicie médiévale. Il se trouve que c'est une forme qui se retrouve, par exemple, en Europe, mais pour des usages différents. En Orient, c'est une forme très spécifique, très caractéristique. Pour le coup, beaucoup donc, reprennent exactement ce modèle, donc noyau quadrangulaire avec, vous voyez, des petites tourelles d'angle. Malgré tout, il y a des formes, vous allez voir, qui peuvent amener les bâtisseurs à altérer ce qui est un modèle, on va dire, presque idéal, très générique. Alors, le fait qu'il soit générique dans beaucoup de cas se comprend assez facilement. Il est implanté sur des sites monastiques, c'est-à-dire des sites d'assiettes plates, donc avec de l'espace, donc sûrement parce que les Arméniens ils déployaient des bâtiments, donc ils n'allaient pas choisir des endroits où c'était compliqué de les implanter. Quand il a fallu ajouter les tours, a posteriori, il se trouve que le terrain se prêtait bien à l'implantation de ce bâtiment, même si par défaut, et vous comprenez bien la différence par rapport aux premières photos que je vous ai montrées, où on fait de la fortification sur des hauteurs. Donc on cherche des sites naturellement forts quand on fait de la fortification au XIIe siècle en Cilicie. Ici, on est vraiment sur le contraire. Donc on doit construire une fortification dans un lieu qui ne s'y prête pas du tout à la base, tout plat, dominé de toutes parts généralement par des hauteurs. Donc le fait qu'on tombe sur des formes très génériques se comprend assez aisément. La maçonnerie qui est utilisée est de tout type. C'est-à-dire qu'en gros, il faut comprendre que les bâtisseurs faisaient avec les moyens dont ils disposaient. Alors les moyens en matériaux et puis les moyens en temps et en argent pour payer les bâtisseurs. Donc on va avoir des tours qui sont réalisées de façon assez grossière, donc avec des moellons de taille moyenne, avec des faces qui sont brutes d'extraction. Et puis à l'inverse, à l'opposé, on a des tours qui sont pour le coup réalisées comme des ouvrages avec une force ostentatoire manifeste, avec des faces qui sont dressées parfaitement et puis des assises extrêmement régulières. Les tourelles dont on parle peuvent avoir des rôles supplémentaires, donc de flanquement sur les faces les plus longues, et puis dans certains cas, elles sont aussi utilisées pour la défense des portes. L'accès, qui se trouve toujours au rez-de-chaussée, bénéficie toujours d'un traitement très particulier,
de défense. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que c'est un niveau de défense qui est plus riche que ce qu'on peut trouver dans le reste de l'Orient, avec systématiquement au moins un assommoir ou une bretèche, et dans certains cas, donc on en a 4 cas je crois en Cilicie, donc où en fait on projette 2 tourelles de chaque côté de la tour pour bander un arc entre les deux et asseoir un assommoir donc, qui se projette en avant de la tour en avant. Donc ces exemples-là, donc on en a un à Natchik, on en a un à Ebili encore, donc vous voyez bien ici. Et si vous voulez en voir un encore en place, on a une photo d'archive, malheureusement anonyme, où sur cette tour-là, pardon, on le voit encore en place, donc avec la petite porte ici, les 2 tourelles. Donc généralement, voilà, nous ce qu'on a, c'est coupé ici. Donc il faut deviner l'assommoir. Les techniques de voûtement de ces tours sont exactement les mêmes que dans la fortification. C'est-à-dire emploi quasiment exclusif de la voûte en berceau, la petite subtilité par rapport à ce qu'on peut voir chez les Francs, c'est que les Arméniens utilisent très souvent l'arc doubleau, donc un arc de renfort. Dès que la longueur de la voûte passe les 10 mètres, globalement, on a des arcs doubleaux qui viennent renforcer les voûtes. Les apports de lumière donc, sont réalisés au travers de 2 types de percements. Le premier est celui qui est le moins déployé, donc c'est ce qu'on appelle des petits jours, donc des petites ouvertures qui sont pratiquées généralement sous le faîtage des voûtes pour laisser rentrer un minimum de lumière. Mais c'est surtout en fait les systèmes de défense actifs, donc les archères, qui vont permettre de laisser rentrer de la lumière. Et pour le coup, ces archères, elles sont distribuées très largement dans ces ouvrages-là, alors rarement au rez-de-chaussée, donc qui sont parfois même aveugles. Par contre, dès qu'on arrive sur le premier niveau, deuxième, troisième niveau, on a soit des paires, soit des groupes de 3 archères qui sont déployées sur toutes les faces. La richesse de l'inventaire révélé a permis de dresser un dictionnaire typologique des archères, ce qui est en soi quelque chose de remarquable parce qu'on n'en avait pas en Cilicie. Donc là, je vous sors les types les plus fréquents. Donc sur les murs de taille d'épaisseur assez faible, on est sur des ébrasements simples, donc avec des couvertures appareillées en plein cintre. Bon, ça se retrouve aussi dans les forteresses, mais c'est pas la forme la plus employée dans les forteresses, alors que dans les tours, c'est assez fréquent. L'autre forme, dès qu'on a une tour qui a une certaine taille, donc du coup une certaine épaisseur du mur, on a sur des archères à niche. Et donc ça, c'est vraiment une signature arménienne. Donc ces archères dont le couvrement est fait au moyen d'un petit linteau, vous voyez, donc qui est taillé en voussure. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on trouve pour le coup là très souvent dans la fortification arménienne. Ce n'est pas le seul endroit où on a des percements, et c'est quelque chose qu'a apporté l'inventaire. Dans les quelques tours qui avaient cette forme-là et qu'Edwards avait vu, sans se douter de ce que ça pouvait être, il avait que des tourelles qui étaient pleines aux angles. Sur celle qui est la mieux conservée, à Janich, en fait, donc vous l'avez vu, on a à l'intérieur de la tour une petite salle qui distribue 3 archères rayonnantes, donc ce qui améliore considérablement le plan de feu de la tour. Donc on est dans la recherche de l'optimisation pour que cet outil de défense qu'est la tour soit le plus efficace. Donc finalement, une petite synthèse de ce que je viens de vous présenter. On est donc là sur un plan type de tour monastique, donc à plan régulier, c'est-à-dire réalisé sans contrainte de terrain, distribution régulière des ouvertures de tir, dispositif spécifique de défense des portes, et puis donc empilement régulier de voûtes en berceau. Concernant les couronnements, donc les parties supérieures de la tour, malheureusement, on n'en a aucune qui est préservée intégralement. Il y a pas mal de suppositions qui peuvent être faites, mais bon, ce serait pour une autre conférence. Je vous disais qu'il y avait des formes de tours qui pouvaient être différentes de celles-là malgré tout. Et c'est quand, sur les sites retenus pour implanter les monastères, il pouvait parfois y avoir un affleurement rocheux, y compris au fond de cette vallée ou sur ce replat où ils se sont installés. Et dans ce cas, les Arméniens vont systématiquement préférer installer la tour sur cet affleurement-là. Alors l'affleurement, il est généralement de petite taille, parce que ça veut dire que voilà, c'est quelque chose qui a la taille d'un bâtiment, globalement. Sinon, ils n'auraient pas mis le monastère ici. Et dans ce cas, la tour va s'adapter à cet affleurement. Donc là, on est dans la région de Marash. Et donc, on a cette petite tour qui domine. Alors, c'est en dehors de la photo, j'en suis désolé, elle est ici. Donc là, il y a une église qui est juste au pied, donc il ne reste pas grand-chose. Et si vous allez en hiver, vous allez la rater, si elle est sous la neige. Mais la tour, elle, est bien conservée. Et donc, vous voyez, ils ont choisi de l'implanter sur cette hauteur-là. Donc, quand on est au-dessus, vous reconnaissez donc globalement le plan quadrangulaire du noyau central et puis ces petites tourelles. Là, j'ai mis volontairement cette photo pour que vous voyez que les tourelles, à nouveau, ne sont pas systématiquement pleines.
Donc on a quelques exemples, donc notamment cet exemple de Çukur, où clairement il y avait un usage à l'intérieur. Donc on a un exemple manifeste où c'est une citerne, donc on a encore le mortier hydraulique à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, on n'a rien de particulier qui peut permettre d'en imaginer l'usage, mais on peut imaginer que c'était une citerne aussi. Donc ce qui va dans le sens de l'amélioration de la capacité de la tour à tenir un siège avec ses réserves d'eau internes. Un autre exemple du même type, donc pour vous montrer, donc là on est sur des plans qui ne sont pas des plans sans contrainte, on est sur des plans contraints de tour. On implante la tour sur ce substrat rocheux, alors que donc le monastère est lui autour. Donc on en retrouve les... Mince, je suis désolé, j'appuie pas sur le bon bouton. Donc là on retrouve les vestiges d'une petite chapelle qui est juste à côté de la tour, mais on retrouve surtout un gros tas de cailloux avec quelques portions de murs et des fragments du mobilier lapidaire qui attestent sans doute possible du fait qu'il s'agissait d'une grande église. Un dernier, pour se faire plaisir, pour Agnès qui a travaillé à distance sur ce site-là, Deir Mendere. À nouveau, on est donc sur un lieu reculé avec une présence d'eau. On n'est pas sur un lieu naturellement fort, donc pas du tout propice à l'installation d'une forteresse. Et pour le coup, on y trouve cette tour donc, qui est bâtie sur un affleurement rocheux. L'affleurement rocheux, il permet, vous comprenez bien, par rapport à une fortification qui va être installée sur une zone plane, d'en améliorer la défense. Elle est fondée directement sur le rocher et puis donc elle gagne en hauteur, ce qui permet, par exemple, d'en défendre mieux l'accès. Voilà. Pour accéder à la porte, il faut grimper une volée de marche raide ou parfois une rampe, ce qui améliore considérablement ses capacités de défense. La force de ce site-là, c'est qu'on retrouve, comme à Yannick, un petit oratoire à l'intérieur et que les vestiges qui sont directement à proximité de la tour, donc notamment cette grande église, profitent du fait qu'il y a des inscriptions qui nous sont parvenues. Donc, parmi ces inscriptions, toutes ont été étudiées par Agnès, non publiées, malheureusement, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Donc, une pierre tumulaire, où il est mentionné donc le prêtre Sarkis, et puis on a même la date, c'est comme une enveloppe avec un timbre à l'arrière. Donc, on est sur 1271, et d'autres comme ça, en fait, il y en a au moins 3 ou 4 qui ont pu être traduites. Alors, elles ne donnent pas toujours l'information qu'on aimerait, c'est-à-dire qu'elles sont souvent fragmentaires. Parfois, il nous manque l'essentiel, mais bon, à nouveau, ça atteste sans doute possible du fait qu'on est sur un site arménien avec une activité monastique. Les tours monastiques, c'est ce qui a permis, donc déjà il y a quelques années, d'avoir un premier niveau de compréhension sur ce que c'était les monastères. Donc on l'a eu par un chemin détourné, puisqu'on l'a eu par l'identification des monastères fortifiés au moyen de tours monastiques. Mais ça ne veut pas dire que tous les monastères fortifiés étaient défendus avec des tours monastiques, et ça ne veut pas dire que tous les monastères étaient fortifiés. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, et ce sera la fin de ma présentation, c'est d'autres monastères qui ne sont pas défendus par des tours monastiques. On a des exemples aussi, donc qui sont des exemples inédits. Donc, ce premier, donc, qui reprend en son centre une église qui a les mêmes caractéristiques. Donc, on est sur des modèles dits en croix inscrite, donc avec un bloc triabsidial, mononef. On a même une petite chapelle latérale directement accolée. Donc là, vous voyez l'intérieur, donc le chœur, les deux pastaforions, donc systématiquement distribués par paires empilées de part et d'autre du chœur, et puis donc sur le côté donc cette petite mononef ajoutée. Ce qui est intéressant donc de le site, c'est qu'il n'y a pas de tour monastique. Par contre, il y a une grande enceinte autour, une grande enceinte qui permet, vous voyez ici, en fait, de former comme une espèce de coquille, comme une nef qu'on aurait allongée et déployée autour de l'église, et qui crée autant d'espaces, on imagine, multifonctionnels. Bon, il n'y a pas de vestiges qui permettent spécifiquement d'en prédire l'usage, enfin en tout cas d'en déduire l'usage. Mais c'était, je ne sais pas d'ailleurs, on a vu, ouais, ici on voit, autant pour moi. Donc voilà, l'enceinte, elle vient enfermer l'intégralité du site, donc en offrant ces espaces-là. Alors ce n'est pas le seul exemple, on a un autre exemple dans la Manus, celui-là était dans la région de Kozan, donc à côté de l'ancienne capitale du royaume. Ici, on est dans la Manus. On retrouve exactement le même principe. Donc, le chœur occupé par une église, et puis donc ces grandes salles, alors qui ici sont encore voûtées, donc on le voit, et qui sont adossées à ce qui forme l'enceinte du site.
Donc là, le site précédent s'appelle Eski Demirek, autant pour moi. On retrouve des fragments qui attestent aussi clairement du fait que ce ne sont pas les musulmans qui ont construit ces enceintes autour d'une église. Donc on a des fragments de croix qui sont un petit peu dispersés sur tout le site. Une deuxième particularité de ce site, donc, lui est défendu au moyen d'une enceinte, donc c'est un parti qui est radicalement différent de l'ajout d'une tour, c'est qu'on a une église à l'extérieur de l'enceinte. Donc, ce qui est un petit peu perturbant quand on essaie de ranger les choses de façon logique. Et cette église, elle est de belle facture, grosse dimension, donc on n'est pas du tout sur une petite chapelle. Un petit peu de remploi, l'interprétation n'est pas évidente du tout. Il ne reste que le chevet. Et donc mais c'est quelque chose alors c'est pas des cailloux dans la chaussure, mais c'est des choses qui doivent nous amener à nous dire qu'il y a encore il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore dans la logique de constitution et probablement de croissance de ces monastères-là. Un autre exemple de site qui n'est pas défendu par une tour monastique, mais plutôt donc avec un parti différent, le site de Echkeren. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, les Arméniens ont été installés ça sur une espèce d'énorme rocher qui présente des faces lisses tout autour. C'est extrêmement compliqué d'y monter. Mais si on y monte, on va retrouver les mêmes caractéristiques que les églises arméniennes qu'on trouve dans les forteresses ou dans les ensembles urbains. Finalement, ces églises défendues au moyen d'une enceinte, on en trouve 4 parmi toutes celles qui ont été identifiées dans le nouvel inventaire. Donc, ce qui fait, vous voyez cette carte-là, ça c'est l'ensemble des sites qui ont soit une tour monastique, soit une enceinte. Ça commence à faire pas mal. On en avait 0 au début. Après, on a les cas limites. On pourrait me dire, je suis en train de revenir en arrière, on a dit qu'on parlait plus de tour monastique. Ben, sauf que ça, c'est pas une tour monastique. Il se trouve qu'on a trouvé 2 exemples d'églises qui ont été fortifiées. Celui-là, donc Mayala, donc on a considéré l'église et dans un programme de mise en défense, on y a rajouté des tours aux angles. C'est quelque chose que les Arméniens ont déjà fait par ailleurs donc dans la région de Sébaste, donc à Ronivank. Ils ont hérité d'une église dont j'ai oublié l'origine. Jean-Michel Thierry avait écrit un papier là-dessus. Et en fait, ils ont été amenés à la mettre en défense. Et la technique de mise en défense, ça a été le fait d'accoster ces espèces de tourelles aux angles, les points faibles. Ce qui fait un site magnifique. Et on est exactement sur le même type de réalisation, alors avec une maçonnerie différente, c'est sûr, mais c'est pareil ici. Là, El Mali, 2e église, là, on n'a pas juste rajouté les tourelles, on a carrément recorseté l'ensemble de l'ouvrage. Vous allez voir sur le plan, donc on avait l'église initiale, et puis donc on lui a rajouté une épaisseur et les tours. Donc pareil, on est sur des cas limites qui montrent qu'il y avait une certaine inventivité quand il s'agissait de mettre en défense. Donc là, c'est 2 sites proches qui sont ici. Et pour finir, sur les centres culturels, il y a tous ceux dont on n'a plus de traces de fortification. Et il y en a beaucoup. Alors, il y en a qui sont surprenants. Donc, par exemple, Zianli, donc là on est dans la plaine, on est vraiment dans la plaine, sur les hauteurs. Ici, voilà, il y a une grande forteresse arménienne qui s'appelle, avec un nom turc aujourd'hui, Gökvelioglu, donc vestige de très grande taille. On est sur un site majeur. Au pied de ce site-là, donc dans les champs de citronniers, on va retrouver si on passe trop vite, on ne s'arrête pas. Et si on regarde à l'intérieur, ça vaut le coup. Donc on a une église manifestement arménienne dont ne nous est parvenu que le chevet. Rien autour. Donc là, on est en plaine, une église et c'est tout. Donc est-ce que c'est l'état natif? On n'en sait rien. On peut le supposer. Même exemple à Soumakli, donc on n'est pas loin de Bossek. Bossek, c'est un site que je vous ai montré tout à l'heure avec la tour et l'église. Et là, on se retrouve à nouveau en face d'une église, toute seule. Donc modèle architecturel en croix inscrite. Aucun doute sur l'interprétation. Elle a tout ce qui l'a fait rentrer dans le corpus de toutes les autres églises vues. Et elle est toute seule. À Yannick, l'énorme site que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, à 1 km, on retrouve coup sur coup 2 autres églises isolées, même modèle, avec donc un avant-corps de bâtiment qui pourrait être un zamatoun, et puis donc l'église en elle-même, donc triabsidiale, mononef. Et à nouveau, ces sites-là sont totalement isolés, tout seuls. La deuxième de ces églises-là, c'est presque, j'allais dire, un exercice pour les jeunes étudiants en arménologie, je ne sais pas comment on dit en arménien.
Elle a cette inscription qu'on a trouvée là très récemment, ça, il y a 2 ans. C'est une dictée à trous. C'était très frustrant. Agnès n'a pas pu faire mieux. Donc ça nous dit que c'était bien les Arméniens qui l'ont construit, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est une question qu'on doit se poser et à laquelle on espère trouver des réponses dans les années qui viennent. Et je finirai avec ce site-là, qui, j'espère, comblera certains trous. C'est le site de Fenk, encore un, dans la région de Kozan, encore. Donc visité il y a 5 ou 6 ans maintenant. On est sur une grande église qui reprend le modèle de ceux qu'on a déjà étudiés. Elle est très bien conservée, mais elle a quelque chose de remarquable. Donc le chevet est en place, à l'intérieur et à l'extérieur. La personne qui est ici n'est pas en train de creuser le gros trou que vous voyez au pied de l'église. On aimerait bien, parce qu'il y a probablement des choses incroyables à y trouver, parce que même dans ce qui est encore en élévation, vous allez le voir, il y a quelque chose de remarquable. Voilà, on est sur une façade presque intégralement conservée, avec des linteaux qui sont encore en haut, je vais zapper. J'allais plus vite. Il me reste 1 minute, je pense. Voilà, des linteaux qui sont encore décorés. Donc, on va retrouver avec sûrement des souches endémiques au niveau des formes, mais vous reconnaîtrez des formes familières pour ceux qui ont travaillé sur le mobilier de la Grande Arménie en général. Et tout est encore en place. Donc, ils ont pris cette inscription. Donc, c'est, d'après moi, la seule inscription arménienne sur un linteau qui est encore en place en Cilicie. Et où il est question, voilà, c'est Agnès qui nous a fait la traduction, d'un certain Ioannes Sostenes. Les recherches historiques sont en cours pour essayer de retrouver, cette personne, savoir qui c'était précisément. Autour de l'église, à nouveau, un ensemble de ratchkars qui le rendent exceptionnel. Cette église, elle est isolée, donc c'est la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien vu qu'il y a à la fois du fortifié, du non fortifié, qu'il y a plusieurs façons de fortifier et que les études sont encore en cours. Merci à Agnès pour toutes les traductions. Merci. Des questions ? Oui, on peut faire à la fin. Claire, oui. Mélanie. Elle arrive pour l'enregistrement, c'est important. Non, merci beaucoup. Non, c'était juste une remarque. En fait, la cartographie de ces différents sites faisait penser à je sais pas, une ligne de forteresse militaire, qui entourait la Cilicie comme une ligne frontière en fait, et donc voilà, qui expliquerait aussi les fortifications. Donc voilà, c'était juste une réflexion comme ça. Et donc, s'il n'y en aurait pas d'autres à trouver avec peut-être des listes anciennes de villages ou qui sont juste sur la bordure du royaume de Cilicie, ou de ces différentes frontières. Je sais pas, on a l'impression vous posiez la question de comment c'est disposé ou l'origine. Moi, ça me fait penser à la ligne militaire russe, alors, au Caucase, où au fur et à mesure de l'avance ou de la volonté de protéger des zones où il peut y avoir des incursions, on implantait des choses, d'où les fortifications, peut-être plus que la dimension culturelle qui est peut-être secondaire à l'époque. C'est juste... c'est pas très intéressant, ma remarque. Je veux dire, c'était pour poser la question de pourquoi c'est... Alors, sur la distribution des sites, quelle que soit leur nature, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient plus de chances de traverser les derniers siècles en étant planqués dans la montagne qu'en étant dans la plaine. Les sites de plaine, c'est les premiers qui ont été détruits, alors soit intentionnellement, soit par l'urbanisation, l'industrialisation de l'agriculture, tout ce que vous voulez. En gros, ils s'installent dans la plaine comme nous, on le fait chez nous, donc les choses disparaissent très vite. Donc dans les montagnes, c'est beaucoup plus compliqué. Une des raisons pour lesquelles on en découvre beaucoup ces 10 dernières années, c'est que les Turcs ont un programme très actif de mise en place de barrages au fond des montagnes, au fond des vallées, d'ouverture de voies forestières pour aller exploiter les ressources. Et du coup, ça rend possible l'exploration de régions où avant, il aurait fallu beaucoup plus de temps, peut-être de moyens pour y accéder. Donc ce qui veut dire qu'on a une concentration clairement dans l'arc montagneux qui est autour de la plaine.
Après, ce qui ressort aussi, c'est que la plupart des sites sont dans leur état natif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a un nombre extrêmement limité, je pense que c'est inférieur à 10%, peut-être 5% de sites où il y a manifestement du remploi. Ce qui veut dire que les gens qui s'y sont installés arrivent, s'y sont mis, et il n'y avait personne avant. Donc, dans le cas des monastères, on peut imaginer que, alors en fait, on n'est pas rentré dans le détail, hein, il y a deux types d'implantation. Celui qu'on a beaucoup vu, c'est celui qui est planqué au fond des montagnes, donc au calme, et puis les gens qui y vont, ils y vont pour ça. C'est pas sur une route. Parfois, c'est un petit peu un peu à l'écart de certaines voies de communication, mais généralement, c'est un cul-de-sac. Donc, on y va pour ça, et on cherche l'isolement, et quitte à ce qu'il faille tout faire. On ne récupère pas un bâtiment en le transformant. Et à l'inverse, on a quelques sites qui, eux, sont, j'allais dire, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Khorvirap, je crois en Arménie, c'est le monastère vitrine, quoi, en gros, qui est là où tout le monde le voit, une espèce de hauteur qui domine une plaine, et puis il y a la route qui passe au pied. Donc là, on est dans l'outil de manifestation du pouvoir de l'Église. Donc on a quelques exemples comme ça, donc dans ceux que j'ai montrés, dans les corpus qu'on a, il y en a peut-être, je dirais, 4 ou 5 qui sont donc plus proches de la plaine, donc plus proches des grands axes de communication, et qui devaient probablement être là pour se montrer, à l'inverse des autres, qui étaient probablement plutôt volontairement mis dans des lieux isolés, donc dans les montagnes. Voilà. Mais ce n'était pas pour un objectif de défense, justement? Dans le cadre des monastères? Oui, enfin, je veux dire de défense. Alors, en fait, ça correspond à la frontière. On peut tout à fait imaginer que ce soit, oui, enfin, l'isolement, c'est peut-être un choix des moines parce qu'ils aiment bien être isolés, mais on peut tout à fait imaginer que ce soit aussi pour des raisons de défense. Oui, oui, c'est sûr. Bien sûr. Probablement. Parce ce qu'on voit quand même, c'est que souvent, les ouvrages fortifiés, donc les vrais ouvrages fortifiés, sont pas loin. Donc, comme je vous disais, sur les cartes, on a généralement là, les points bas, les fonds de vallée, où on va voir ces monastères. Et puis, dans un rayon de 2-3 km, normalement, sur des hauteurs, on va trouver soit un fortin, soit une grande forteresse. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'exemple de Sinap, où donc, on a l'inscription qui dit qu'ils ont construit la tour, c'est que la proximité de la forteresse ne suffit pas à les défendre en cas de rezout, puisque, en l'occurrence, ils ont été obligés de construire la tour. Donc, ça veut dire que même quand on voit la forteresse en face, c'est pas une défense suffisamment rapide. Mais bon, en tout cas, ça s'inscrit à l'intérieur d'un réseau quand même assez dense de fortification. Donc, voilà. Merci.